Voilà, donc ma présentation sera plutôt une présentation préclinique sur un modèle animal où on a essayé de se poser la question, est-ce que ces stimulations 40 Hz durant l'adolescence, qui est différent de ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la littérature, c'est plutôt chez les adultes, donc durant l'adolescence où le cerveau est en train de se développer, de maturer, est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique? Donc on a regardé ça, donc je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Et l'idée, c'était de prendre un modèle de perturbation neurodéveloppementale et on a décidé de prendre le modèle d'injection prénatale de MAM qui est l'acétate de méthylazoxyméthanol, une substance toxique qui en fait méthyle l'acide nucléique guanine et qui peut affecter les neurones précurseurs quand ils sont en phase de mitose. Et en fait, c'est un modèle qui a été beaucoup développé et utilisé chez les rats, où une injection chez une mère enceinte de MAM va induire chez les petits, durant le développement, des phénotypes, des changements phénotypiques au niveau comportemental ou physiologique qui apparaissent durant l'adolescence et l'âge adulte. Par exemple, des troubles cognitifs, l'hyperdopaminergie, des anomalies au niveau des interneurones à parvalbuline, par exemple. Dans notre cas, dans cette première étude qui est encore assez nouvelle, où on n'a pas encore fait le tour des observations qu'on a obtenues, on a utilisé des souris plutôt et on a injecté à des souris enceintes cette substance MAM. Et ensuite, au moment du sevrage, on a séparé les souris MAM en 3 groupes. Un groupe qui ne recevait aucune stimulation, un autre groupe qui recevait des stimulations à 40 Hz durant toute leur adolescence, et un autre groupe qui recevait des stimulations contrôle, je dirais, c'est-à-dire des stimulations aléatoires. Et à côté de ça, on a un 4e groupe où les souris n'avaient pas d'administration de MAM et pas de stimulation sensorielle. À la fin, on a testé 3 comportements de base. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et ensuite, on a perfusé le cerveau et on a analysé en immunohistologie les interneurones à parvalbuline et les microglies. Donc les stimulations, on a stimulé d'une manière assez extensive, je dirais, pendant toute l'adolescence, 4 fois 1 heure chaque jour, durant la période active des animaux. Les stimulations à 40 Hz, c'était des stimulations audiovisuelles avec un son et des flashs de lumière qui étaient synchronisés et présentés toutes les 25 millisecondes pour faire 40 Hz de stimulation. Et les stimulations aléatoires, simplement l'intervalle entre chaque stimulation était aléatoire. Voici un peu le schéma. On avait les cages avec des bandes de LED de chaque côté des cages pour la stimulation visuelle et des haut-parleurs pour la stimulation auditive. Alors ça, c'est la stimulation, je ne sais pas si ça s'entend, c'est pas très fort, mais c'est la stimulation à 40 Hz. C'est pas très agréable, je dois dire, c'est vrai. Ça, c'est la stimulation aléatoire. En tout cas, les souris, comme ça, quand on les observe, n'ont pas l'air d'être perturbées plus que ça. Et donc maintenant, à propos des résultats qu'on a obtenus, d'abord, on a pesé le poids des souris tout au long de l'expérience. Et en fait, de manière assez intéressante, les souris au début, les 3 groupes pèsent la même chose et ils prennent du poids de la même manière, mais progressivement, durant l'adolescence, les souris MAM diminuent graduellement leur prise de poids par rapport aux souris contrôle. Par exemple, ici, les souris rouges MAM perdent du poids, ont des poids plus faibles que les souris contrôle, alors que les souris qui ont reçu les stimulations sensorielles sont quelque part entre les deux. Le premier test, c'est un test très simple, c'est l'open field, c'est-à-dire on va voir le comportement exploratoire des souris dans une arène ouverte, où on mesure la distance parcourue dans un temps donné des souris et le temps qu'elles vont passer dans la zone centrale de l'arène. Et en fait, dans les 2 cas, au niveau de la distance parcourue et du temps passé dans la zone centrale, il n'y a pas d'effet de groupe, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet de MAM, il n'y a pas d'effet de stimulation. Par contre, on voit que l'activité locomotrice des mâles est plus élevée que celle des femelles. Ici, on le voit.
Dans le deuxième test, qui est aussi un test très classique, le labyrinthe en croix surélevée, où en fait le labyrinthe est constitué de zones ouvertes, très étroites, qui sont surélevées. C'est ce qu'on appelle les open arms en anglais. Et donc les souris, c'est un milieu assez anxiogénique pour les souris. Elles ont tendance à ne pas aimer ça. Et par contre, les zones entourées de parois assez hautes, c'est des endroits où les souris préfèrent se retrouver. Quand les souris passent très peu de temps dans les zones ouvertes, c'est qu'elles elles ont un phénotype plutôt anxieux. Quand les souris passent beaucoup plus de temps dans ces zones ouvertes, c'est plutôt un phénotype d'impulsivité, plus ou moins. C'est comme ça qu'on peut plus ou moins interpréter. Dans les deux cas, quand on regarde au niveau de la distance parcourue dans ce labyrinthe durant cette période donnée de 10 minutes, de 5 minutes dans ce cas-là, il n'y a de nouveau pas de différence significative entre les groupes, pas d'effet de MAM, pas d'effet des stimulations sensorielles. Au niveau du temps passé dans la zone anxiogénique, dans les zones ouvertes, de nouveau pas d'effet de MAM et des stimulations sensorielles. Par contre, les mâles tentent à explorer plus le labyrinthe en général et plus aussi les zones ouvertes un peu anxiogéniques que les femelles. Donc pour l'instant, vraiment pas d'effet du tout, aussi pas d'effet négatif des stimulations sensorielles. Là, maintenant, ça c'est le test qui nous intéressait le plus. C'est celui dont Maria a parlé et dans les contextes des maladies d'Alzheimer donnait des effets bénéfiques, ces stimulations sensorielles. Donc l'idée, c'est d'habituer d'abord les souris dans une arène ouverte à explorer, puis ensuite on va ajouter deux objets similaires dans cette arène. Les souris naturellement vont aller explorer ces nouveaux objets, puis ensuite après on va les retirer ces souris, on va attendre 10 minutes et on va les replacer de nouveau dans cette arène, mais cette fois-ci on aura remplacé un des objets familiers par un nouvel objet et naturellement les souris vont passer plus de temps. Si elles reconnaissent la présence d'un nouvel objet, elles vont passer plus de temps vers cet objet nouveau. Au niveau des résultats comportementaux, dans la session 1 où on a introduit 2 objets nouveaux dans cette arène qui est familière, on voit que les souris en vert, les souris mâles qui ont été exposées à une stimulation à 40 Hz, vont explorer plus ces objets que les souris mâles en rouge qui n'ont pas été exposés aux stimulations. Par contre, il n'y a pas encore, ni chez les mâles ni chez les femelles, un effet significatif entre les souris mâles non exposées et les souris contrôle non exposées. Mais il y a un effet de la stimulation. Maintenant, lorsqu'on met un nouvel objet et on regarde la capacité de discriminer le nouvel objet par rapport à l'objet familier, on voit qu'il n'y a pas d'effet chez les mâles entre les groupes, donc pas d'effet de MAM, pas d'effet de la stimulation. Par contre, chez les femelles, on voit d'une part que les souris MAM en rouge discriminent moins bien l'objet nouveau que les souris contrôle, mais que les stimulations 40 Hz sur les souris MAM vont normaliser leur capacité de reconnaître l'objet nouveau. Donc, quelque part, il y a une amélioration par les stimulations 40 Hz, mais pas par les stimulations aléatoires de ce comportement dans ce cas-là. Donc, la conclusion, c'est que les stimulations 40 Hz dans cette expérience qu'on a faite augmentent l'intérêt à explorer des objets nouvellement introduits dans un environnement familier, qu'elles vont normaliser chez les femelles mâles l'exploration d'un nouvel objet. Donc, probablement, ça va favoriser la mémoire à court terme. Et par contre, ces stimulations à 40 Hz ne modifient pas de comportement général d'exploration, que ce soit dans un milieu non anxiogénique ou dans un milieu anxiogène. Il n'y a pas d'effet négatif des stimulations sensorielles en tant que telles. Et aussi, ce qui est important de voir, c'est que les stimulations aléatoires n'ont pas eu d'effet. Donc, ces résultats suggèrent que les stimulations audiovisuelles à 40 Hz, durant l'adolescence, augmentent l'attention aux indices sensoriels dans l'environnement et à la mémoire à court terme dans un modèle d'animal de perturbation neurodéveloppementale.
Maintenant, si on passe au niveau immunohistologique dans le cerveau, donc on s'est concentré là chez des femelles essentiellement pour l'instant, et on a regardé dans l'hippocampe ventral, on a quantifié la densité d'interneurones à parvalbuine dans l'hippocampe, et on a vu un peu à notre surprise générale, un peu dans la mesure où chez les rats, typiquement le MAM induit une diminution de la densité des interneurones à parvalbumine. Ici, on n'a pas vu de différence de l'effet MAM ni des stimulations. Ensuite, on a regardé l'intensité du signal immunologique, donc quelque part l'expression de parvalbumine dans ces cellules. Et on voit que les cellules MAM expriment plus de parvalbumine que les souris contrôle. Par contre, les stimulations chez ces souris MAM n'ont pas d'effet. On a aussi regardé les microglies. On a utilisé un anticorps contre la protéine IBA1 pour les révéler. Et on a regardé la densité des microglies dans l'hippocampe ventral. Significativement, on ne voit pas, il n'y a pas de différence entre les groupes, mais on voit une sorte de tendance que les souris MAM ont une densité de microglies légèrement supérieure aux souris contrôle. Et si l'on regarde quand elles sont stimulées à 40 Hz, il y a une sorte de normalisation de ces microglies. Une autre chose qu'on a été intéressant à regarder, c'est que en fait, ces microglies, elles surveillent en fait l'environnement cérébral. Et en fonction de l'état de l'environnement, elles vont changer de stade physiologique. Elles auront différentes fonctions. Elles peuvent avoir des fonctions neuroprotectrices, anti-inflammatoires, mais aussi être impliquées dans la régulation des synapses, l'élagage des synapses, ou à l'autre opposé, vraiment participer à la neuroinflammation. Et durant ces différents stades physiologiques, elles vont changer de forme et changer leur process. Les processus vont soit se rétrécir, s'allonger, etc. Et on a regardé en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de ces processus. Et on voit que les souris MAM, par rapport aux souris contrôle, en général, ont plus de processus. Ces processus sont plus longs. Par contre, les stimulations n'avaient pas d'effet. Donc, pour conclure sur la côté immunohistologique, il y a une tendance à une augmentation de la densité des microglies chez les souris MAM, qui est normalisée par les stimulations 40 Hz. Et ces microglies ont aussi des processus plus allongés chez les souris MAM, qui n'est pas normalisé par les stimulations sensorielles. On ne voit pas d'effet de MAM et des stimulations sensorielles sur la densité des interneurones à parvalbumine. Par contre, l'expression de cette parvalbumine est plus élevée chez les souris MAM, mais pas normalisée par les stimulations sensorielles. En fait, ces résultats montrent des effets relativement limités au niveau de ces deux outcomes, l'injection prénatale de MAM sur les microglies et les interneurones, mais aussi peu ou pas d'effet des stimulations sensorielles. La perspective, c'est évidemment, on va vouloir regarder d'autres aspects cognitifs comme la mémoire à long terme ou l'apprentissage, voir si on arrête les stimulations et on attend, on regarde si l'effet de cette stimulation va perdurer avec le temps. Je pense que c'est aussi très important. Puis évidemment, il faudra tester chez d'autres modèles animaux. Évidemment, il y a peut-être, ça peut ne pas marcher sur certains modèles et marcher dans d'autres modèles. Puis il y a toute la question de comprendre les mécanismes qui restent à faire. Et je voudrais juste finir par remercier les gens qui ont participé à cette étude, particulièrement Basilio, John Greco, Daphné Forburger et Gauvin Kung, qui ont vraiment été impliqués dans cette étude sur les animaux.